Je m'appelle Emma, et pendant des semaines j'ai cru vivre dans un rêve dont je redoutais le réveil. J'allais épouser Julien, l'homme que j'imaginais depuis des années, comme le père de mes enfants, mon partenaire, mon refuge. Tout avait été préparé avec soin, fleurs, menus, musique, jusqu'aux détails dérisoires que seuls nous deux comprenions. Ma mère avait les larmes aux yeux quand, dans la glace, je me découvrais en robe blanche, persuadée d'avoir enfin trouvé le bonheur. Depuis le début, je savais que je ne pourrais pas avancer seule jusqu'à l'hôtel. À mes côtés, il y aurait ma meilleure amie, Laura Jenkins. Elle était davantage qu'une amie, ma sœur, âme, ma confidente, la seule à connaître les recoins les plus lumineux et les plus sombres de mon cœur. Je l'avais choisie comme demoiselle d'honneur, sans même y réfléchir. Ce matin-là, elle souriait avec une tendresse parfaite en ajustant mon voile, attentive aux moindres plis. Je n'imaginais pas que derrière ses yeux doux se cachait déjà un secret capable de tout briser. Nous avions voulu une fête intime, loin du tumulte de la ville. Nous avions choisi un domaine élégant sur les collines de Virginie, entouré d'arbres centenaires et de jardins en fleurs. La vieille demeure de pierre, les chambres cosy, le grand salon au plafond haut et aux fenêtres baignées de lumière, tout semblait sorti d'un roman. La veille, sur la terrasse éclairée de guirlandes, nous avions dîné tous ensemble, musique douce et verre de vin à la main. Juliane paraissait calme, presque tendre, et Laura ne me quittait pas d'une semelle. Personne n'aurait soupçonné la tempête prête à éclater. Le matin du mariage, les premiers rayons entrèrent par la fenêtre et je me levai avec une énergie d'enfant. Laura fut la première à franchir la porte, un plateau de petit déjeuner entre les mains, un sourire lumineux aux lèvres. Je me sentais protégée, reconnaissante, pleine d'élan. Je n'imaginais pas que, sous nos pas, le sol se dérobait. Mon père m'offrit son bras pour la marche vers le jardin où tout le monde nous attendait. Les instruments à cordes murmuraient, des pétales blancs couvraient l'allée. À l'extrémité, Juliane, les yeux brillants, m'accueillait avec le sourire qui tant de fois m'avait fait tomber amoureuse. Quand l'officiant nous invita à unir nos existences, je répondis sans hésiter « oui ». Ma voix tremblait, mais restait sûre. Juliane dit « oui ». À son tour, je crus distinguer une ombre sur son visage, que j'attribuais au trac. Nous nous embrassâmes sous les applaudissements, baignés de fleurs et de larmes d'émotion. Je croyais à cet instant que tout en valait la peine, que notre amour était vrai. La réception fut telle que nous l'avions rêvée. Intime, élégante, baignée de bougies et de musique feutrée. On riait, on se serrait. Mon père porta un toast ému. Julien plaisantait avec nos invités, mais dans son regard se levait une distance que je refusais de nommer. Je mis cela sur le compte de la fatigue et décidai de savourer chaque instant. Plus tard, nous gagnâmes la suite nuptiale, chaleureuse et fleurie. Je fermai la porte avec douceur, comme pour retenir le temps. Mon cœur battait vite, mélange d'allégresse et de nervosité à l'idée de notre première nuit. Juliane posa sa montre sur la table de chevet, ôta ses chaussures sans me regarder, lâcha un long soupir. J'avançai pour le serrer. « Je suis fatigué, dit-il, sans croiser mon regard, d'un ton plat, comme si j'y étais invisible. Il me tourna le dos, déboutonna sa chemise, puis se coucha dans le petit lit jumeau d'angle. Il n'ajouta rien. Il éteignit. Le silence, plus tranchant qu'un cri, tomba sur la pièce. Je restai assise au bord du lit nuptial, sans savoir quoi faire de mon corps ni de mes pensées. J'attendis, persuadée qu'il allait se reprendre, trouver un mot, une explication. Rien. De l'autre côté, seul son souffle régulier répondait au mien. Je me couchai. Les fleurs embaumaient. Dans ma poitrine, tout se fanait. Ainsi s'acheva ma première nuit épouse, seule, confuse, déjà fissurée. Je ne sais pas combien de temps je restai éveillée. Quand enfin le sommeil m'arracha quelques minutes, un bruit étouffé me réveilla en sursaut. Je me redressai, le cœur battant, sans comprendre d'où venait le son. Le petit lit de Julien était vide. Pieds nus. Je posai mes pas sur le parquet froid. Une boule au ventre. J'ouvris la porte. Le couloir était sombre. Au bout, une lueur échappait d'une chambre. Je me rappelais que cette chambre appartenait à ma belle-mère. Au dîner, elle était plainte d'un malaise et avait dit qu'elle irait en ville chercher des médicaments. Personne ne l'avait revue. Que faisait Juliane là-bas, au milieu de la nuit, dans une pièce supposée vide? J'avançais, chaque pas pesant comme du plomb, tâchant étouffer le grincement du parquet. Les sons se firent plus précis, un gémissement bref, étranglé, comme si l'on retenait sa respiration.
puis le craquement d'un sommier, un soupir étouffé. Je collai l'oreille au bois, je fermai les yeux, priant pour me tromper. Mais je la reconnus aussitôt. Était Laura, ses chuchotements brisés, ce mélange de rire et d'urgence que j'avais déjà entendu dans nos confidences. Un coup de poing me traversa la poitrine. Je m'adossai au mur, incapable de hurler, de fuir ou de m'effondrer. Tout ce que nous avions partagé, nos promesses, nos secrets, se fracassa contre ce murmure. Et puis j'entendis une autre voix. Grave, étouffée, sans équivoque. Celle de mon mari, prononçant le prénom de Laura entre des souffles bas qui ne laissaient place à aucun doute. Le sol se déroba, l'air si épaissi. Quelques heures plus tôt, devant tous, cet homme m'avait promis la éternité. Maintenant, dans la nuit du domaine, il offrait ce que j'attendais de lui à une autre, moins à ma meilleure amie. Je collai mon front contre le bois de la porte, les mains tremblantes. Je émettais aucun son. Je voulais les voir leurs visages, entendre leurs mensonges. Je voulais une certitude qui ne laisserait plus place au doute. Mes doigts frôlèrent la poignée. Une seconde encore. Juste une seconde avant que ma vie ne change de forme. Je restai figé quelques instants, mon front appuyé contre la porte, incapable de respirer pleinement. Le monde semblait avoir basculé en un souffle. L'amour, la confiance, l'avenir que j'avais tant idéalisé venaient de se fissurer sous mes yeux. J était marié depuis à peine quelques heures, et déjà la trahison étouffait comme une fumée âcre. Les voix étouffées de Juliane et de Laura continuaient de se mélanger derrière le bois mince, comme une lame qui se retournait dans ma chair. Je reculai lentement, les jambes tremblantes, craignant qu'un craquement de plancher ne trahisse ma présence. J'aurais pu ouvrir la porte, hurler, les surprendre dans leur ignominie. Mais je n'en eus pas la force. Mon cœur battait trop fort, mon souffle se brisait. La douleur prenait le pas sur la colère. Comment affronter ce double visage, celui de l'homme que je venais épouser, et de la femme à qui j'avais confié mes secrets les plus intimes? Je regagnai ma chambre comme une somnambule. La suite, ornée de fleurs et de bougies, me parut soudain lugubre, comme un décor de théâtre où je jouais un rôle que je n'avais pas choisi. Je m'effondrai sur le lit, incapable de retenir les larmes. Chaque goutte me rappelait une promesse trahie, chaque sanglot brisait un peu plus le miroir de mes illusions. Les heures qui suivirent étirèrent dans une obscurité oppressante. Au petit matin, quand le soleil filtra à travers les rideaux, mes yeux gonflés et ma gorge serrée me rappelaient que je n'avais pas rêvé. Julien réapparut à l'aube, vêtu à la hâte, comme si de rien était. Il me lança un sourire fatigué, un sourire que j'avais tant aimé, et qui désormais me paraissait faux, presque cruel. « Tu dors encore » demanda-t-il d'un ton léger, sans percevoir la détresse gravée sur mon visage. Je voulus lui répondre, mais aucun mot ne franchit mes lèvres. Ma voix était brisée dans la nuit. Alors, pour la première fois, je compris que quelque chose en moi venait de mourir, et qu'une autre partie, encore informe, commençait à naître. Une force glaciale, nourrie par la blessure. Les jours suivants, je tentais de me convaincre que j'avais mal entendu, mal interprété. Peut-être était-ce qu'une illusion, une coïncidence. Je scrutais Julien, à la recherche d'une preuve de son innocence. Mais chaque geste, chaque silence, me paraissait désormais suspect. Laura, elle, continuait à m'entourer de son affection trompeuse, et ses yeux cherchaient les miens comme pour me convaincre que tout allait bien. Sa proximité me donnait la nausée. Je me surpris à observer leurs échanges, leurs regards volés, leurs gestes imperceptibles. Plus j'y prêtais attention, plus la vérité devenait criante. Ce était pas une erreur d'un soir, un écart éphémère. Était une liaison nourrie dans l'ombre, un mensonge tissé depuis longtemps, dont je n'avais été que l'aveugle spectatrice. Un soir, incapable de contenir mes soupçons, je décidai de suivre Julien discrètement. Je l'observais quitter la maison familiale sous prétexte d'un appel urgent. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il m'entende. Je le vis rejoindre une voiture stationnée un peu plus loin. Laura l'attendait. Leurs mains se cherchèrent aussitôt, comme deux aimants. Je crus même, écroulé là, sur le trottoir, mais je restais debout, figé par la rage et la douleur. Je compris alors que mon mariage était pas seulement fragilisé. Il était bâti sur une imposture. Juliane ne m'avait pas choisi. Il était contenté d'une façade, d'un rôle social, pendant que son véritable désir le liait à celle qui aurait dû être ma sœur, âme. La nuit suivante, seule dans ma chambre, je pris une décision silencieuse. Je ne hurlerai pas. Je ne supplierai pas. Je ne me battrai pas pour conserver l'amour de Julien, car cet amour n'avait jamais existé. À la place,
je laisserai naître autre chose en moi. Pas seulement la douleur, pas seulement la tristesse, mais une détermination froide, méthodique, implacable. Je me regardais dans le miroir, les yeux gonflés, mais plus vifs que jamais. Pour la première fois, je me vis telle que Ja était devenue. Une femme trahie, mais pas brisée, une femme blessée, mais déjà prête à se relever. Mon reflet semblait me murmurer que le temps des illusions était terminé, et qu'un nouveau temps commençait. Et dans ce silence lourd, une pensée s'imposa à moi, avec la force d'une certitude. S'ils avaient choisi de me trahir ensemble, alors étaient ensemble qu'ils devraient en payer le prix. Les jours qui suivirent notre retour de voyage de noces eurent pour moi un goût amer, presque irréel. J'avais l'impression de vivre à côté de ma propre vie, comme une spectatrice silencieuse d'une pièce de théâtre où chaque geste sonnait faux. L'appartement que j'avais décoré avec tant d'amour, les rideaux clairs, les coussins moelleux, les bouquets séchés posés dans des vases anciens, paraissait désormais étouffé. Tout ce que j'avais choisi pour créer un nid d'harmonie me renvoyait à une illusion cruelle. Juliane et moi n'avions jamais partagé la même vérité. Julien, pourtant, reprit son quotidien avec un naturel déconcertant. Il partait tôt le matin, revenait tard le soir, se douchait en silence, et s'endormait parfois sans même me dire bonne nuit. Lorsqu'il s'adressait à moi, sa voix se faisait douce, presque trop douce, comme si la tendresse simulée pouvait masquer ses absences. Par moments, il tentait de me prendre la main, ou déposait un baiser rapide sur ma tempe. Mais je sentais son corps se raidir, son regard se détourner trop vite. Je connaissais ces signes. Je les avais observés autrefois chez des couples qui, s'éloignaient. Et maintenant, était mon tour de les subir. Laura, elle, se montrait plus présente que jamais. Elle frappait à ma porte les après-midi, avec un sourire lumineux et des pâtisseries qu'elle avait, spécialement préparées pour moi. Elle me racontait des anecdotes de son travail, riait de petites choses, me demandait sans cesse si Ju était heureuse dans mon mariage. Ses gestes, ses mots semblaient sincères, mais je distinguais la tension dans ses yeux chaque fois que Juliane apparaissait dans la pièce. Et lui, croyant être discret, ne pouvait s'empêcher de la regarder un peu trop longtemps. Ces silences entre eux, lourds et électriques, valaient toutes les preuves. Je me mis alors à observer, en silence, comme une enquêtrice dans ma propre maison. Je notais mentalement chaque appel mystérieux, chaque absence mal justifiée, chaque parfum étranger sur les vêtements de Juliane. Je guettais les rougeurs sur le visage de Laura, ses maladresses lorsqu'elle évoquait mes projets d'avenir avec Juliane. Plus je regardais, plus tout devenait limpide. Ils étaient choisis depuis longtemps. Mon mariage était qu'un paravent, une scène pour cacher leur liaison. Les soirées seules devinrent mes moments de lucidité. Assise à mon bureau, j'ouvrais un carnet et j'y consignais mes pensées. J'y écrivais avec rage, mais aussi avec méthode. Les heures, les lieux, les impressions, tout devait être noté. Je savais que ce carnet deviendrait un jour mon arme. Car si j'avais perdu la naïveté, je n'avais pas perdu ma raison. Ma douleur pouvait se transformer en stratégie. Une nuit, incapable de dormir, j'ouvris un vieil album de photos. On nous voyait tous les trois, Juliane, Laura et moi. Sur ces clichés, nous paraissions inséparables. Juliane entourait nos épaules de ses bras, Laura et moi rions aux éclats. Je sentis une boule d'amertume m'envahir. Depuis quand mentaient-ils ? Depuis quand leur regard était-il cherché en secret, sous le voile de mon amitié aveugle ? J'eus l'impression que chaque sourire capturé par l'appareil photo était une moquerie silencieuse, une preuve de mon aveuglement. Je refermai l'album d'un geste brusque et le glissai au fond d'un tiroir, incapable de supporter plus longtemps la vue de ces images. Le lendemain, je décidai de changer de stratégie. Plutôt que de m'enfermer dans le chagrin, je choisis d'avancer masqué. Je souris davantage à Julien, je ris à ses blagues fades, je me montrais attentionnée. Je racontais à Laura mes soi-disant inquiétudes conjugales, comme si elle restait mon alliée la plus fidèle. Je les laissais croire que je ne savais rien, que Ja était encore cette Emma naïve et confiante. Et plus je jouais ce rôle, plus il baissait la garde. Julien, persuadé que je lui faisais confiance, devint négligent dans ses excuses. Laura, flattée de demeurer ma confidente, se rapprocha encore plus, me prodiguant des conseils hypocrites. Leur duplicité s'exposait à moi chaque jour avec plus d'évidence. Un soir d'été, je le suivis discrètement. Juliane avait prétexté un dîner professionnel. Mon cœur battait si fort que j'avais peur que les passants l'entendent. Je le vis rejoindre une voiture garée dans une ruelle discrète. Derrière le volant, Laura l'attendait. Ils s'embrassèrent avant même de démarrer. Je restais dans l'ombre, glacée, mais étrangement calme. Je sortis mon téléphone,
prit plusieurs photos, nota l'heure. Ma main tremblait, mais je tenais bon. Ce que je redoutais devenait une certitude. Je l'ai suivi jusqu'à un hôtel discret à la sortie de la ville. Je n'entrai pas. Je n'en avais pas besoin. Voir Julien franchir ses portes avec Laura me suffit. En les observant disparaître, je sentis quelque chose se briser en moi définitivement. Mais dans le même temps, une autre force naquit. Je ne pleurais pas. Je ne m'effondrais pas. Je sentis une lucidité glaciale prendre toute la place. Désormais, je savais ce que je devais faire. En rentrant à l'appartement, je me plantai devant le miroir. Mes yeux étaient gonflés de fatigue, mais au fond brillait une détermination nouvelle. Je murmurai tout haut, pour la première fois, « Moi, vous regretterez ». Ces mots résonnèrent dans la pièce vide, comme une promesse faite à moi-même. Ce « N » n'était pas un cri de désespoir, mais l'aile, énoncé d'une vérité inévitable. Ils avaient cru que j'aille, était faible, qu'ils pouvaient me manipuler et m'humilier. Mais ils avaient sous-estimé ma force. Ils ne savaient pas encore qu'une femme trahie peut devenir l'adversaire le plus redoutable. Les semaines écoulèrent dans un mélange de dissimulation et de calcul. J'avais cessé de chercher des preuves. Je les possédais déjà. Les photos, les horaires, les absences inexpliquées, tout confirmait l'adultère. Pourtant, je n'avais encore rien révélé. J'attendais. Je façonnais ma douleur en patience, ma rage en silence. Et plus je gardais le secret, plus je sentais Julian et Laura se croire intouchables. Ils ignoraient que chaque geste, chaque parole alimentait ma détermination. Julian s'absentait de plus en plus souvent sous prétexte de réunions tardives. Il rentrait parfois après minuit, le col de sa chemise défait, les cheveux en désordre. Quand je lui demandais s'il avait bien travaillé, il souriait d'un air las et m'embrassait sur le front. Je feignais de le croire, mais mon cœur hurlait. Je notais l'heure exacte de son retour, l'odeur subtile de parfum féminin qui s'accrochait à sa veste, les messages effacés de son téléphone. Il croyait me duper, mais je l'étudiais comme on observe un animal pris au piège. Laura, de son côté, multipliait les prétextes pour passer du temps avec moi. Elle m'accompagnait faire les courses, me proposait des sorties entre filles ou restait tard à la maison pour discuter. Elle s'assurait de garder son rôle d'amie fidèle, de sœur de cœur. Pourtant, je remarquais son trouble quand Julian nous rejoignait, la chaleur trop vive de ses joues, le tremblement imperceptible de ses mains. Son jeu d'actrice me donnait presque envie de rire. Elle ne comprenait pas que son masque se fissurait déjà. Une soirée en particulier marqua un tournant. Nous étions invités à un dîner chez des amis communs. Julien s'installa à ma droite, Laura à ma gauche. Toute la soirée, ils échangèrent des regards rapides, croyant que personne ne les voyait. Mais moi, je les voyais. Chaque sourire volé, chaque silence trop long entre deux phrases, chaque éclat de rire forcé résonnait comme une trahison supplémentaire. Je me sentais étrangère à ma propre vie, assise entre mon mari et mon ami, tous deux complices dans leurs mensonges. Je souris pourtant, je levai mon verre et portai un toast, comme si de rien N était. Mais au fond de moi, je me fis une promesse. Le jour viendrait où ce serait, à mon tour de les regarder souffrir en silence. À mesure que les semaines passaient, je me surpris à changer. Mon visage, autrefois tendre et naïf, se durcissait. Mes gestes devenaient mesurés, mes mots choisis avec précision. J'appris à contrôler mes émotions, à ne rien laisser transparaître. J'avais cessé d'être une épouse aimante. J'étais devenue une stratège. Et chaque soir, dans le secret de ma chambre, je consignais tout dans mon carnet. Mes observations, mes plans, mes idées de revanche. L'écriture me donnait l'impression de reprendre le contrôle, de transformer mon chagrin en une arme affûtée. Un après-midi, alors que Laura m'attendait au café du quartier, je décidai de la tester. Je lui parlais de mes doutes, de ma peur que Julian me trompe. Je guettais sa réaction. Elle baissa les yeux, ses doigts se crispèrent sur sa tasse, puis elle me répondit d'un ton trop vif. « Mais non, Emma, Julian t'aime, tu te fais des idées. » Je souris intérieurement. Sa voix tremblait. Ses yeux ne soutenaient pas les miens. Elle venait de confirmer, sans le savoir, ce que je savais déjà. Ce jour-là, je compris que ma vengeance ne serait pas brutale. Elle ne se réduirait pas à un éclat de colère ou à une dispute publique. Non, je voulais que Julian et Laura goûtent lentement à la peur, à l'incertitude, à la douleur qu'ils m'avaient imposée. Je voulais qu'ils sentent leur monde s'effondrer petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus rien. Le soir, lorsque Julian rentra, je l'accueillis avec un sourire éclatant. Je lui préparai son plat préféré, allumai des bougies, lui posai des questions sur sa journée. Il sembla surpris, presque méfiant, mais finit par se détendre. Il ne se doutait pas que derrière mes gestes doux se cachait une volonté de faire. J'apprenais à manier l'art du mensonge aussi bien qu'eux. À partir de ce moment, chaque détail devint une pièce de mon futur plan.
Je gardais les tickets d'hôtel que je trouvais dans sa veste, je pris discrètement des captures d'écran de ses messages, je notais les dates précises de ses absences. J'accumulais les preuves comme un trésor empoisonné. Je ne savais pas encore exactement comment les utiliser, mais je savais qu'un jour elles me seraient utiles. Et plus j'avançais, plus je découvrais une facette de moi-même que j'ignorais. Une femme capable de patience, de sang-froid, de calcul. Une femme qui, malgré les blessures, se relevait plus forte. Leur trahison m'avait détruite, mais dans les cendres de mon ancien moi, naissait une nouvelle Emma. Une Emma que ni Juliane ni Laura n'avaient anticipée. Cette nuit-là, en refermant mon carnet, je murmurais une phrase simple mais lourde de sens. Moi. Le temps travaille pour moi. Les jours se succédaient en une trame de faux-semblants que je commençais à connaître par cœur. Chaque matin, la même routine. Café tiède, rideau tiré, le silence d'un appartement qui me renvoyait à la solitude, et pourtant, sous cette apparente monotonie, bouillonnait une tempête que je nourrissais en secret. Juliane et Laura poursuivaient leur comédie, comme si rien n'avait changé, et moi, j'apprenais à être patiente, à attendre le moment propice où la vérité éclaterait, avec une force que je leur imposerais. Je aime était donné une discipline de fer. À l'aube, j'y écrivais. Mon carnet, épais maintenant de notes, d'heures, de petites observations, était devenu mon confident le plus fidèle. J'y consignais tout, les mensonges, les détails des conversations, la moindre hésitation. Écrire calmait, structurait, transformait la rage en un plan froid. Au fil des pages, ma douleur se polissait pour devenir une stratégie. Je, N, était pas seulement une femme trahie. J, était une enquêteuse de ma propre vie. Juliane, lui, savait se montrer charmant au grand public. Lors des dîners ou des réceptions, il parlait avec aisance, souriait, faisait des plaisanteries qui mettaient tout le monde à l'aise. Mais à la maison, il s'enfonçait dans une routine d'absence. Ses explications étaient toujours plausibles. Une réunion, un projet, un dossier urgent. Et pourtant, quelque chose en lui se fendait. Il revenait souvent parfumé d'un parfum qui, n'était pas le sien. Les poches de ses vestes recelaient des tickets anonymes. Et ses messages, parfois trop rapidement refermés, criaient plus fort que ses mots. J'apprenais à le lire, comme on déchiffre une carte postale froissée. L'encre s'effaçait par endroits, mais le motif demeurait lisible à qui voulait bien regarder. Laura, de son côté, s'immisçait dans mon quotidien avec une douceur calculée. Elle savait quand apparaître, quelle friandise apporter, quels mots susurrer pour me rassurer. Parfois, ses gestes me paraissaient si justes que j'avais l'impression d'être encore la femme naïve d'autrefois. Mais ce N était qu'une illusion. Son regard trahissait des douleurs imagées, et parfois elle regardait Julien avec une ferveur mal masquée, qui fit naître en moi un étrange mélange d'indignation et de dégoût. Elle avait l'art de sourire tout en mordant à l'intérieur. J'appris à décrypter ce sourire comme on interprète un code secret. Un soir, l'intensité du mensonge me frappa, avec une acuité nouvelle. J était allée rendre visite à ma mère, prétextant un gâteau à partager. Ma mère, douce et protectrice, me regardait avec inquiétude. Elle connaissait mon air buté depuis quelque temps, mais ignorait la cause vraie. En partant, je remarquai du coin de l'aile, un message sur le téléphone de ma mère, une photo d'un dîner, un cliché anodin accompagné d'un « pensée pour toi », signé d'un prénom qui me glaça. Le prénom était le même que celui d'une amie de Laura, une connaissance commune. Cette coïncidence n'était pas anecdotique, elle s'inscrivait dans un motif. J'eus la confirmation que l'araignée n'avait pas tissé sa toile seulement entre Juliane et Laura, mais que d'autres filles s'y prenaient part, plus large, plus complexe. La jalousie, cette vieille compagne, était plus mon guide. À la place, ce qui m'animait était une curiosité presque clinique. Comprendre comment ils avaient agencé leur trahison. Quelles étaient les raisons, les failles. Était-ce un manque d'ambition chez Juliane? Une blessure d'enfance chez Laura? Ou simplement la jouissance du secret, le frisson interdit de l'interdit? Les réponses importaient moins que la mécanique elle-même. En découvrant la structure du mensonge, je m'armais. Je mis en place des tests subtils. Une fois, feignant une inquiétude sur mes finances, j'entamai une conversation feinte avec Julien à propos d'un compte joint. Il prit le ton sérieux d'un mari responsable et consulta son téléphone d'un air distrait. J'observais la façon dont il cacha l'écran, la minuscule lueur de panique dans ses yeux, lorsque je prétendis vouloir vérifier des relevés. Il balbutia des excuses, peu assurées. Une confirmation de plus. Une fissure qui élargissait. Je ne me contentais pas de l'observer par l'objectif froid de la suspicion, j'y intervenais aussi avec ruse. J'invitai Laura à dîner, rien que nous deux, dans un petit restaurant discret, où personne ne nous connaissait. Au cours du repas,
Je l'interrogeais sur ses projets, sur ses désirs, en gardant une façade douce. Elle parla trop, comme le fait celui qui cache un secret et pense l'exorciser par les mots. Elle s'attarda sur des détails inutiles, buta sur des phrases, et lorsqu'elle parla de Julian, sa voix se teinta d'un ton presque tendre. Sa candeur était factice. Elle cherchait à se convaincre elle-même. Ce dîner me donna l'occasion d'entendre des syllabes qu'elle n'aurait jamais prononcées devant un public plus large. Malgré ma stratégie, il restait des nuits où la tristesse me prenait en otage. Loin des plans et des preuves, dans l'obscurité de notre chambre, la nostalgie revenait. Je me rappelais des premières fois où Julian m'avait pris la main, des soirées sans nuages, des promesses susurrées au creux du cou. Ces souvenirs me poignardaient. À ces moments, la colère s'apaisait un instant, remplacée par une mélancolie si forte qu'elle-même étourdissait. Mais la rage qu'on ne voit pas au premier regard, reprenait toujours le dessus, plus froide et plus déterminée. Elle avait appris à ne pas céder aux vagues de émotion. Un matin de décembre, alors que le froid mordait la ville, je m'aperçus que le cours de la vengeance ne serait pas linéaire. Ce haine n'était pas une explosion soudaine, mais un lent processus d'usure, comme l'eau qui ronge la pierre. Je décidai que la meilleure façon de frapper serait de saper leur certitude, de creuser sous leur certitude jusqu'à ce que tout s'effondre. Je commençai donc à tisser de petites humiliations, peu visibles, mais persistantes. Un message anonyme glissait dans la boîte aux lettres de Laura, une lettre qui parlait d'honnêteté et de vérité, sans signature. Une remarque lancée à voix haute, lors d'un dîner amiable, sur la valeur de la fidélité, prononcée nonchalamment, comme si je n'y pensais guère. Un oubli volontaire d'un objet précieux à la maison de Laura, que je récupérais discrètement plus tard, mais pas avant qu'elle ait avoué, par inadvertance, l'avoir caché. Ces petites piqûres, multipliées, finiraient par créer une fièvre. Et puis, plus personnel, plus intime, je recommençais à travailler sur moi-même. J'avais négligé certains parts de mon être lorsque j'avais cru aux contes de fées. Désormais, je revisitais mes passions. La peinture, la course matinale, le piano que j'avais suspendu. Me reconnecter à moi-même était une manière de reprendre ma souveraineté. Chaque note jouée au piano, chaque foulée dans l'air glacé, me redonnait une texture, une présence. Plus je redevenais entière, plus la vision de la femme qu'ils avaient cru briser s'effaçait. Le plan se consolidait, patient et précis. Je n'aspirais pas à la vengeance gratuite. Je voulais une réparation. Non pas un retour en arrière, mais une justice qui leur appartiendrait autant à moi. Et dans l'attente, je me préparais, je forgeais mes ressources. La trahison m'avait ôté la candeur, mais elle m'avait donné la clarté. Et cette clarté, désormais, guiderait chacun de mes pas. L'hiver avait recouvert la ville d'un manteau de silence. Les trottoirs luisants craquaient sous mes pas, et les façades ternes semblaient figées dans une attente glaciale. Dans cette atmosphère suspendue, ma propre détermination se cristallisait. J'avais cessé d'être la femme blessée qui tremble. J était devenue celle qui observe, calcule et attend. La première étape fut d'organiser mes preuves. Mon carnet débordait de notes serrées. Heures de sortie, gestes suspects, phrases ambiguës. Je recopiais certaines pages pour ne pas perdre d'informations, je classais les photos et les reçus dans des enveloppes distinctes, et je cachais l'ensemble dans une boîte métallique au fond d'une armoire. Quand je refermais le couvercle, je sentis une exaltation étrange. Désormais, ce haine était plus seulement mon journal intime, mais une arme prête à être dégainée. Puis je me mis à agir sur le terrain social. Sans accuser personne, je glissais des remarques dans les conversations, sur la fidélité, sur les couples, sur les secrets qui finissent toujours par se savoir. Ces mots, prononcés avec le sourire, s'infiltraient comme des gouttes d'eau dans une fissure. Je vis certains visages se tendre, certaines oreilles se tendre. Les rumeurs n'avaient pas besoin d'exploser. Elles devaient s'installer doucement, comme une graine invisible qui finit par germer. Je renforçais en parallèle mon image publique. Je repris mes joggings matinaux le long du canal, malgré le froid mordant. Je ressortis mon piano et laissai mes doigts retrouver les gammes oubliées. Ces gestes me redonnaient une force intérieure, mais servaient aussi de masque. Aux yeux du monde, J était une épouse sereine, une femme qui s'épanouissait. Qui pourrait soupçonner que derrière ce renouveau se cachait une stratégie glaciale? Même Julian semblait s'y tromper. Il me regardait parfois avec étonnement, comme s'il découvrait une énergie qu'il n'avait jamais vue chez moi. Au contraire, s'affaiblissait. Julian devenait distrait, plus nerveux au travail. Ses excuses manquaient de cohérence. Ses silences s'allongeaient. Laura, elle, se montrait parfois trop démonstrative, incapable de contenir l'éclat de son rire ou la chaleur d'un regard. À l'anniversaire d'un ami commun,
Elle posa une main sur celle de Juliane une seconde de trop. Assez pour que deux invités échangent un regard complice. Je notais ce détail avec une satisfaction glacée. Chaque imprudence les exposait davantage. Un incident professionnel vint renforcer ma position. Julien commit une erreur dans un dossier important, et déjà son image en pâtissait. J'en profitais pour envoyer, anonymement, des messages prudents, soulevant des questions sur sa fiabilité. Pas d'accusation directe, seulement des suggestions. Le doute fit le reste. Dans son entreprise, certains commencèrent à lui tourner le dos. Je n'avais eu qu'à souffler doucement sur la braise. À la maison, je continuais à jouer mon rôle. Je préparais des repas soignés, je lui posais des questions sur sa journée, je riais à ses histoires. Il croyait à mon dévouement retrouvé, sans deviner que je consignais ses moindres réactions dans mon carnet. Ses yeux fuyants, ses épaules raides, ses colères subites. Tout devenait un matériau pour mon plan. Je savais le lire mieux que personne, et lui ne s'en doutait pas. Un jour, je trouvai un allié inattendu. Un employé de son entreprise, réservé, finit par admettre qu'il avait remarqué des absences étranges et des documents mal gérés. Ses confidences, timides mais sincères, me confirmèrent que l'image de Julien s'effritait aussi aux yeux de ceux qui travaillaient avec lui. Je n'avais même pas besoin de le pousser, son propre comportement creusait sa tombe. Le soir, lorsque je m'asseyais au piano, je laissais mes mains se perdre dans des accords graves. La musique m'aidait à transformer ma rage en une patience froide. J'appris à aimer ce temps d'attente, ce silence lourd, où chaque pièce de mon plan trouvait sa place. La vengeance ne serait pas un orage soudain, mais une tempête lente, irrésistible. Un soir de neige, en refermant mon carnet, je murmurai pour moi seul « Moins. Le temps travaille pour moi. » Et dans elle, écho de ma propre voix, je sentis que ce « N » était plus un simple souhait. « C » était une vérité déjà en marche. Les semaines suivantes marquèrent un tournant. La neige S était changée en pluie froide, et la ville, détrempée, reflétait les lueurs tremblantes des lampadaires. Dans ce décor humide, mon plan, lui, se solidifiait. J était passé de l'observation à l'action. Je N était plus une épouse blessée qui cache ses larmes. J était devenue une architecte de l'ombre, traçant les lignes de leur chute avec la précision d'un horloger. Juliane, d'abord, commençait à se fissurer. Son assurance habituelle se réduisait à des gestes mécaniques. Je le voyais rentrer avec des épaules affaissées, le regard brouillé. Ses mensonges se faisaient plus maladroits, ses explications plus hâtives. Il croyait encore me tromper, mais ses yeux fuyants me disaient mieux que ses mots la vérité. Il avait peur, peut-être pas encore de moi, mais de quelque chose qu'il ne maîtrisait plus. Et cette peur grandissante devenait ma meilleure alliée. Laura, elle, oscillait entre audace et nervosité. Elle multipliait les gestes d'amitié, me couvrant de petites attentions, comme pour s'assurer de ma confiance. Mais parfois, je surprenais une crispation soudaine sur son visage, une main qui tremble en posant sa tasse, un regard rapide vers la porte, comme si elle craignait que le mensonge s'effondre d'un instant à l'autre. Elle ne savait pas que je voyais tout. Elle ignorait que chaque tic, chaque hésitation nourrissait mon carnet et mes certitudes. C'est à ce moment-là que je décidai de passer à une étape plus risquée, confrontés l'un par le détour de l'autre. Je choisis Laura. Un soir, je l'invitais chez moi. La maison était soigneusement rangée, les bougies allumées, une musique douce emplissait l'air. Elle s'installa, souriante, mais je lus la méfiance dans ses yeux. Après quelques banalités, je me penchai vers elle et lui dis « Miel Laura, dis-moi franchement, crois-tu que Juliane m'est fidèle ?» Un silence lourd suivit. Ses yeux se dilatèrent, ses lèvres tremblèrent. Puis elle se força à rire. « Bien sûr, Emma. Quelle idée !» Mais sa voix montait d'un ton trop aigu. Elle changea vite de sujet, comme si la question n'avait jamais été posée. Je ne répondis rien, je souris simplement. Mais dans mon fort intérieur, je sus. Elle venait de trahir par son hésitation plus que par 1000 aveux. Cette nuit-là, en écrivant dans mon carnet, je ressentis pour la première fois un plaisir amer. Leur trahison m'avait détruite, mais la voir érodée sous mes yeux me donnait une forme de pouvoir que je n'avais jamais connue. Je N était plus seulement victime. J était celle qui tenait les rênes. Chaque mot consigné devenait une arme à retardement. Chaque détail enregistré, un futur clou dans le cercueil de leur duplicité. Peu après, une occasion inespérée se présenta. Juliane avait laissé traîner son ordinateur portable. Je n'avais jamais franchi ce pas. Je était contentée jusqu'ici d'observer sans violer son intimité numérique. Mais ce soir-là, je sentis que le moment était venu. Je respirai profondément et ouvris l'appareil. Aucun mot de passe n'avait été changé.
Mon cœur battait si fort que mes doigts tremblaient. Dans ces mails, je trouvais ce que je redoutais et espérais à la fois. Des messages à Laura, empreints d'un langage trop tendre pour être innocent. Des rendez-vous fixés, des souvenirs évoqués, des promesses murmurées. Chaque phrase brûlait mes yeux, mais je continuais à lire, comme on inspecte une plaie pour en mesurer la profondeur. J'enregistrais tout, froidement. Ce N était plus seulement de la suspicion, était une certitude irréfutable. Quand il rentra ce soir-là, J était assise au piano. Je jouais une mélodie lente, presque funèbre. Il me regarda, surpris, comme si la musique avait changé l'air de la maison. Je levai les yeux vers lui et lui souris avec douceur. Il crut, sans doute, que Jou était apaisé. Il ne savait pas qu'en cet instant, j'avais entre mes mains la preuve ultime de sa trahison. Les jours suivants, je poursuivis mon rôle avec plus de conviction encore. Je me montrai attentive, affectueuse, presque tendre. Juliane, soulagée, sembla relâcher sa vigilance. Laura, elle, paraissait plus nerveuse que jamais. Elle me fixait parfois longuement, comme pour s'assurer que je ne savais rien. Mais son trouble la trahissait davantage. Ils ignoraient que je était plus seulement au courant. J était prête à agir. Je commençais alors à réfléchir à la mise en scène de la vérité. Comment leur révéler que je savais? Devais-je exposer les preuves devant tous nos proches? Devais-je attendre une réunion de famille, un dîner entre amis, pour dévoiler leurs mensonges? Ou bien, plus subtil encore, devais-je les laisser s'enfoncer d'eux-mêmes, en plaçant sous leurs yeux leurs propres mots, leurs propres gestes? Ces pensées m'accompagnaient partout. En courant le matin, en jouant du piano le soir, en feignant de rire à une conversation vide. Chaque moment de ma vie ordinaire devenait le décor d'une vengeance en gestation. Et dans ce théâtre, je tenais enfin le rôle principal. Un soir de pluie battante, je me regardais dans le miroir. Mon reflet me parut étranger. Mes yeux, autrefois pleins de douceur, brillaient d'une lueur nouvelle, déterminée, presque inquiétante. Je murmurais, comme une promesse faite à l'image qui me fixait. Moins bientôt, tout sera à découvert. Et je savais, au plus profond de moi, que le temps de l'attente touchait à sa fin. Le piège était prêt à se refermer. Le mois de février s'ouvrit sous un ciel bas, presque métallique. Les jours étiraient dans une lumière sans chaleur, et je sentais que ma propre existence se transformait en une longue préparation. Tout autour de moi, le monde poursuivait son cours. Les gens prenaient le métro, couraient sous la pluie, riaient dans les cafés. Mais moi, je vivais dans un autre tempo, un rythme intérieur, où chaque geste, chaque regard de Juliane ou de Laura devenait une pièce sur un échiquier invisible. J était à la fois spectatrice et stratège, et je savais que le moment d'avancer un pion décisif approchait. Juliane me paraissait de plus en plus fragile. Ses nuits étaient agitées. Je l'entendais se tourner dans le lit, soupirer, se lever pour boire un verre d'eau qu'il ne finissait jamais. Son visage portait des cernes sombres, ses gestes perdaient de leur assurance. Au travail, il avait subi une série de remarques désobligeantes, et je savais que certaines avaient trouvé leur origine dans les petites graines que j'avais semées. Il ignorait encore que j'aille était à l'origine de ce malaise, mais il en subissait déjà les conséquences. Voir son monde vaciller ainsi m'apportait une satisfaction glaciale. Laura, elle, était sur un fil. Tantôt confiante, tantôt nerveuse, elle oscillait comme une funambule menacée par le moindre souffle. Lors de nos rencontres, elle parlait plus vite que d'habitude, évitant certains mots, changeant brusquement de sujet. Parfois, elle posait sur moi un regard inquiet, comme si elle devinait que je savais quelque chose. Mais jamais, elle n'osait poser la question. Sa peur silencieuse était déjà une première victoire. Un après-midi, je décidai de tester leur réaction d'une manière plus concrète. J'organisai un dîner à la maison, un repas simple, mais où tous deux furent conviés. J'avais choisi chaque détail avec soin. Les lumières tamisées, les couverts parfaitement alignés, le vin qu'ils aimaient. Je voulais créer un décor irréprochable, pour que la moindre fissure vienne d'eux, pas de moi. Au cours du repas, je glissai quelques phrases volontairement ambiguës. La confiance, c'est ce qui tient un couple debout. Pas, ou encore, les secrets, tôt ou tard, finissent toujours par se savoir. Je vis leurs visages se tendre, leurs fourchettes ralentir, leurs yeux, éviter. Je continuais de sourire, comme si de rien était. Mais à l'intérieur, je jubilais. Le doute que je semais grandissait dans leurs esprits. Ce soir-là, après leur départ, je m'assis devant mon miroir. Je vis une femme nouvelle. Mes traits, certes fatigués, avaient gagné en fermeté. Mon regard, plus sombre qu'autrefois, brillait d'une énergie farouche. Je murmurais « Moins ils écrouleront ensemble ». Et cette phrase résonna dans la pièce comme une promesse.
Quelques jours plus tard, une opportunité se présenta. Julien laissa traîner son téléphone, distrait. Je n'hésitais plus. Je parcourus ses messages et trouvai une conversation récente avec Laura. Elle lui écrivait « Nous devons être plus prudents. Je crois qu'Emma se doute de quelque chose. » Mon cœur accéléra, mais pas de douleur, de satisfaction. Elle avait raison de craindre. Et moi, je possédais désormais la preuve écrite de son inquiétude. Je pris des photos de l'aile, écran, calmement, puis je remis le téléphone en place. Julien ne se douta de rien. À partir de ce moment, je n'eus plus seulement des preuves de leur liaison, mais aussi des traces de leur peur. Et était cette peur que je décidais d'exploiter. Je commençais à multiplier les petits signes, je laissais traîner mon carnet ouvert sur la table, mais seulement sur des pages neutres. Je laissais entendre, dans des conversations anodines, que je connaissais plus de choses que je n'en disais. Je fixais Julien plus longtemps que d'habitude quand il parlait, jusqu'à ce qu'il détourne les yeux. Ses gestes semblaient insignifiants, mais ils ébranlaient leur assurance. Petit à petit, ils se demandaient ce que je savais vraiment. Dans leur esprit, le doute s'installait comme un poison lent. Et moi, je savourais leur désarroi silencieux. Car désormais, je n'avais plus besoin de les espionner en cachette. C'étaient eux qui, à travers leur maladresse, leur silence, leur regard fuyant, me livraient la confirmation de leur culpabilité. Un soir de pluie, en fermant mes rideaux, je compris que la première phase de mon plan était achevée. J'avais collecté les preuves, j'avais semé le doute, j'avais gagné du terrain dans leur esprit. Restait maintenant à décider de la manière dont je porterais le coup final. Devais-je les exposer publiquement, devant leurs proches, en leur renvoyant leurs propres mensonges au visage, ou devais-je les laisser s'entre-déchirer, les enfermer dans une spirale de peur et de méfiance, jusqu'à ce qu'ils se détruisent eux-mêmes? Je n'avais pas encore choisi. Mais une chose était certaine, leur chute avait commencé. Et moi, Emma, je serais là pour la contempler jusqu'au bout. Le printemps s'annonçait timide, comme hésitant à percer la grisaille qui avait recouvert mes mois de patience. Pourtant, sous cette météo hésitante, quelque chose d'irréversible avait commencé à pousser. Les graines de doute que j'avais semées germaient, et leurs racines attaquaient désormais le socle même de la vie de Julien et Laura. Ils étaient plus seulement complices l'un de l'autre, ils étaient désormais otages de cette duplicité, pris dans une spirale où chaque geste mal calculé renforçait la suspicion qui les rongeait. Les collègues de Juliane devinrent plus distants. Certains rendez-vous furent repensés, des clients demandèrent des garanties supplémentaires, et ses supérieurs commencèrent à poser des questions, d'abord polies, puis plus insistantes. La pression monta comme une marée lente. Imperceptible au début, puis irrésistible. Juliane essayait de tenir bon, mais j'entendais dans ses mots un vacillement que je n'avais jamais connu chez lui. Il répétait des phrases, se contredisait, se montrait parfois sec sans raison. La colère refoulée qui l'habitait était plus dirigée seulement contre les autres. Elle balançait parfois sur moi, signe que le poison avait modifié l'équilibre des forces. Laura, quant à elle, tomba dans un état d'anxiété quasi constant. Elle se montrait parfois excessive dans ses gestes, cherchant à effacer les traces de son passage, vérifiant 2 fois ses messages, effaçant des appels, supprimant des conversations. Mais la nervosité a le défaut d'être visible. Elle tremblait parfois en riant, elle racontait des anecdotes sans queue ni tête, et ses amis commencèrent à la regarder avec une compassion mêlée de suspicion. Sa folie douce devint une carte retournée contre elle. Chacun de ses sursauts alimentait l'idée qu'elle était pas honnête. Ce fut lors d'un déjeuner professionnel que la première faille publique apparut. Un collègue de Julien, un homme d'un naturel direct, posa une question devant plusieurs personnes sur la rigueur nécessaire pour certains contrats. Julien, pris au dépourvu, répondit de manière évasive. Puis, en voulant corriger son propos, il utilisa un exemple maladroit qui laissait entendre qu'il avait été sujet à des arrangements douteux. Les regards se firent plus durs. On lui proposa de clarifier par écrit ce qu'il avait laissé entendre. Il accepta d'un geste las. Sa main trembla légèrement quand il prit la plume. À la sortie, un murmure circule. Les premiers bruits d'un effondrement prochain. Je ne m'étais pas réjoui de cette douleur parce que je le haïssais, mais parce que la vérité, enfin, commençait à peser dans le monde tangible. La vengeance n'était pas une ivresse. Était la réparation d'un tort que j'avais subi. Et voir les fondations de leur arrogance craquer m'apportait une étrange forme de justice. À la maison, la tension avait transformé l'air en un objet tranchant. Les repas se faisaient en silence, ponctués de regards furtifs. Julien, parfois, me lançait des remarques sèches, comme pour tester ma réaction. Laura, elle, se montrait d'une douceur feinte, presque suppliant la confiance que je feignais encore de lui offrir. Mais la vérité était là, posée entre nous comme une plaque de verre, visible, étouffante, inamovible. Je pris alors une décision mesurée. Retirer une à une leurs béquilles sociales. Les amis qui, encore,
hésitaient à prendre parti furent doucement informés par des confidences calibrées. Certaines conversations que j'engageais autour d'un café ou dans un couloir semèrent des doutes supplémentaires. Je ne mentais pas, je posais des questions, je relatais ce que j'avais observé, et la logique faisait son œuvre. Ces confidences, prononcées sans acrimonie, eurent le mérite de peser plus lourd que n'importe quel cri d'accusation. Il y eut une conséquence imprévue mais bienvenue. Éloignement. Quelques amis, pas beaucoup, mais juste assez, prirent naturellement leur distance. Ils ne voulaient pas être mêlés à une polémique. Mieux valait se retirer que de risquer une tache durable sur leur réputation. Pour Juliane et Laura, chaque départ fut un petit tremblement de terre. Perdre des appuis sans savoir pourquoi renforce l'incertitude, et l'incertitude se transforme vite en délitement. Un soir, au bord de Mel, épuisement, Julien m'affronta. Sa voix était brisée. Mais ses yeux me cherchaient une responsabilité palpable. « Emma, qu'est-ce qui se passe ?» « Un Morellet, me demanda-t-il, comme si la vérité pouvait être un objet que l'on pose sur la table, et qui éclairci de lui-même. Je le regardai longuement. Sa détresse me renvoya à nos vœux brisés, et à la douleur que j'avais vécue. J'eus envie éclater, de tout vomir, de montrer la profondeur de ma blessure. Mais je me retins. Le moment n'était pas celui d'une explosion, mais d'un bouleversement plus lent, plus dévastateur. Je répondis calmement. Je ne sais pas encore, mais je vois des choses. Guillemets doubles. Sa défaite, hésitante, me bouleversa une seconde. Je pris une main qui tremblait et la reposai doucement sur la table, comme pour signifier que Joanne n'était pas l'instrument d'une chute gratuite, mais la gardienne d'une vérité. À l'intérieur, cependant, je savais que la suite serait plus rude. Le plan entrait dans une nouvelle phase. Il convenait maintenant d'exposer certaines preuves de manière contrôlée, de façon à ce que la révélation soit irréfutable, et qu'elle place Juliane et Laura face à leurs actes sans possibilité d'oubli. Je commençais à dessiner cette mise en scène dans mon carnet. Le lieu, l'heure, les témoins. Tout devait être préparé pour que la chute soit telle qu'il n'y aurait plus de retour possible. Je ne cherchais pas la vengeance spectaculaire pour le plaisir du spectacle. Je voulais une réparation qui leur rende l'injustice qu'ils m'avaient faite. Et alors que la ville éveillait à la douceur du printemps, je compris que la météo importait peu. La tempête que j'avais déclenchée, elle, était implacable. Le plan avait mûri pendant des mois comme un fruit amer, lentement, méthodiquement, à atteindre la parfaite maturité de la colère transformée en justesse. Je savais désormais ce que je voulais obtenir. Non pas une vengeance qui pousserait au spectacle et à la honte publique gratuite, mais une mise en lumière qui rendrait leurs actes indéniables à ceux qui comptaient pour eux, famille, amis, collègues, et qui leur laisserait le poids de leur choix sans possibilité de se dérober. Il fallait que la révélation soit nette, calibrée, implacable. Je choisis le lieu avec soin, le dîner de charité annuel organisé par l'association où je siégeais. Un événement élégant, fréquenté par nos proches et par des visages influents du milieu professionnel de Juliane. La mécanique de la soirée offrait un avantage précieux, un public composé de témoins respectables, une logistique irréprochable, peu d'espace pour l'improvisation. Établit la date, repérait les placements, sélectionnait les témoins auxquels je confierais certaines pièces de mon dossier au dernier moment. Tout devait apparaître comme naturel, presque anodin, et pourtant, à un signal précis, tout basculerait. Avant la soirée, venaient les derniers réglages. Je fis imprimer des copies des messages et des captures d'écran, présentés avec rigueur, en dossier clair, et j'ordonnai certaines interventions. Un ami discret accepta d'introduire subtilement le sujet de la fidélité lors d'un discours, et quelqu'un dans l'organisation se chargea, sans en connaître la portée exacte, d'isoler une table où Juliane et Laura seraient placées face à un public attentif. J'avais besoin de témoins silencieux, de gens qui, par leur statut, ne pouvaient ignorer l'importance d'une preuve documentée. Les jours précédant événement, le stress se mua en une tranquillité fière. Je travaillais mon attitude, pas d'excès, pas de triomphalisme, seulement une gravité digne, presque triste. La douleur resterait visible, mais contenue. Je devais inspirer la confiance, parce que la crédibilité est souvent la monnaie la plus lourde lorsqu'on dévoile une trahison. Les gens sont prompts à douter du cœur blessé. Ils écoutent davantage celui qui s'exprime avec calme et précision. Le soir du dîner, la salle brillait de chandelles et de tissus soyeux. Les conversations étaient feutrées, les portions délicates. Mon cœur battait, non d'angoisse pure, mais d'une tension concentrée, comme une corde prête à lâcher. Juliane entra, élégant. Laura était souriante, un peu crispée. Ils ignoraient encore que la vérité passerait bientôt par eux, comme une lumière crue. Je pris place à la table prévue, à distance stratégique, entourée de personnes choisies. Mes dossiers étaient rangés,
scellé dans une enveloppe discrète posée sous la serviette, prête à être confiée. Le signal vint lors du discours d'ouverture. Mon ami fit une digression sur la confiance, un thème prévu à l'avance, et parla de la nécessité d'être irréprochable dans la sphère privée comme dans la sphère publique. Ces mots, tels des flèches polies, préparèrent l'oreille du public. Puis, à l'instant prévu, je fis un geste simple. Je me levai, demandai la parole et expliquai, d'une voix claire, que j'avais quelque chose d'important à partager, non pour blesser, mais pour que la vérité puisse se déployer. Tout était dit, sans hystérie, sans accusation tonitruante, était précisément ce qui rendit mes propos plus lourds. Je remis alors devant témoins les copies de mes dossiers à une amie avocate présente, une femme d'une réputation irréprochable. Elle accepta de lire certains extraits à voix haute, de façon factuelle, sans commentaire moral. Les messages s'enchaînèrent, lettre après lettre, capture après capture. À chaque phrase lue, je vis Juliane pâlir. Laura détourna le regard, la main crispée sur la serviette. Les murmures commencèrent à peine, d'abord incrédules, puis plus insistants. La salle, immobile, écoutait. Les preuves étaient là, des promesses, des rendez-vous, des mots d'affection échangés en cachette. Les documents parlaient plus fort que n'importe quel ressentiment. Lorsqu'on eut terminé, un silence stupide s'abattit, suivi d'un frémissement nerveux. Des regards se tournèrent vers Julien, des questions muettes demandèrent des explications. Il ouvrit la bouche, chercha des mots, balbutia. Ses réponses furent maladroites, il tenta d'expliquer, de minimiser, de plaider l'erreur, mais l'évidence était trop nette. Face à des documents présentés de manière professionnelle et témoins prêts à attester de leur authenticité, la défense était fragile. Laura, elle, se couvrit le visage d'une main, sanglotant à mi-voix. Certaines personnes se levèrent, d'autres restèrent figées. La soirée changea de tonalité en un battement. Après la lecture, la présidente de l'association proposa une suspension temporaire des fonctions de Juliane, le temps d'enquêter. Elle ajouta qu'il était nécessaire de préserver le sérieux de l'institution. Était l'effet exact recherché, une conséquence immédiate et professionnelle qui ôtait à Juliane la plupart de ses appuis. De son côté, Laura était acculée dans la sphère sociale, invités qui éloignèrent, regards qui se firent froids, mains autrefois tendues qui ne trouvaient plus de prise. La chute fut déjà engagée. Je ressentis, à cet instant, une complexité amère. La satisfaction d'avoir exposé la vérité se mêlait à la tristesse de voir des vies se briser, même s'il s'agissait de celles de mes traîtres. La justice n'enlève pas toujours la douleur, elle la restitue sous une autre forme. Je gardais cependant un calme imposant, répondant aux chuchotements par des paroles mesurées. Ma dignité fut tangiblement reconnue par certains, qui me dirent, plus tard, qu'ils avaient été touchés par ma manière posée, et par la rigueur des preuves. La suite fut un enchaînement de conséquences. Enquêtes internes, prise de recul professionnelle, conversations familiales douloureuses. Juliane fut mise en retrait, sous le regard des autorités de son entreprise. Laura perdit des amitiés, et, bientôt, un poste de responsabilité qu'elle occupait par réputation. Ils étaient désormais face à l'ampleur de leur choix. Éprouvait pas de revanche jubilatoire. Était plutôt comme si une balance trop longtemps faussée retrouvait enfin son équilibre. Dans les jours qui suivirent, je reçus des messages, des mots de soutien, quelques fleurs anonymes. Mais ce qui pesait le plus était la vérité, déployée et désormais irréfutable. Je compris que la route du pardon était longue et que, peut-être, je n'en avais pas envie. La blessure restait vive. Pourtant, d'une étrange façon, je sentis aussi que, en accomplissant ma justice, j'avais commencé à me libérer. La tempête que j'avais suscitée n'effaçait pas la douleur initiale, mais elle avait rendu visible ce qui devait là être. Et tandis que la ville reprenait lentement son rythme, je me tenais droite, consciente que la prochaine étape ne serait pas la fin du chemin, mais le début d'une reconstruction dont était l'artisane. Les jours qui suivirent le dîner de charité furent marqués par un silence lourd, comme si chaque mot risquait d'éveiller une tempête. Julian était plus le même homme. Ses épaules étaient affaissées, ses yeux évitaient les miens. Il errait dans la maison, incapable de retrouver une place. Ses appels téléphoniques étaient espacés, ses collègues étaient éloignés, et même ses parents semblaient ne plus savoir comment le regarder. La vérité, exposée aux yeux de tous, l'avait dépouillé de son masque. La maison, jadis remplie d'habitude et de rires fins, me paraissait étrangement étrangère. Les meubles n'avaient pas bougé, mais tout semblait avoir perdu sa chaleur. Je voyais chaque objet comme un témoin muet de nos années d'illusion. Julien tentait parfois de m'adresser des mots de justification, mais ses phrases se brisaient contre évidence. Je ne répondais presque pas, car tout avait déjà été dit.
Le silence devenait ma meilleure défense. Laura, de son côté, sombrait dans une invisibilité volontaire. Ses publications disparurent, ses sourires forcés cessèrent d'apparaître en société. Quelques personnes tentèrent de lui tendre la main, mais elle refusait les rencontres. Elmas écrivit une lettre tremblante, pleine d'excuses et de regrets. Je la lus d'un œil froid, consciente que ces mots venaient trop tard. Je répondis brièvement, sans cruauté, mais avec une fermeté glaciale. Je ne pouvais ni oublier, ni consacrer mon énergie à penser leur conscience. J'avais d'autres chemins à emprunter. Le cercle social, lui, avait déjà choisi. Certains me soutenaient, d'autres éloignés par prudence, craignant d'être éclaboussés. Mais la plupart restèrent silencieux, et dans ce silence je lus une forme de reconnaissance. Ma dignité, mes preuves, mon calme avaient suffi. Je n'avais pas crié, je n'avais pas imploré. J'avais seulement montré ce qui devait être vu. Cela m'avait donné une force nouvelle, même si cette force se payait d'une solitude plus dense. Peu à peu, je me tournai vers d'autres horizons. J'ouvris de vieux carnets de croquis, repris le piano, sortis marcher plus souvent. Chaque geste simple devenait un acte de réappropriation. J'avais passé trop de temps à vivre pour deux, à porter le poids d'un mensonge. Désormais, je voulais vivre pour moi. Mes mains, qui tremblaient encore parfois de colère, retrouvèrent un rythme différent en dessinant ou en effleurant les touches d'ivoire. Dans ces instants, je sentais que je m'appartenais de nouveau. Julien, acculé, finit par me demander un soir « Que veux-tu, Emma ?» Sa voix était rauque, presque suppliée. Je le regardai longuement, puis répondis « Rien ». Ce mot simple fut pour lui plus douloureux que n'importe quelle condamnation. Car il comprit alors qu'il n'avait plus de place dans mon avenir. Je n'avais pas besoin de vengeance supplémentaire, ni de son repentir. La vérité m'avait déjà rendu plus libre que ses excuses ne l'auraient jamais permis. Je ne prétends pas que la douleur s'effaça. Elle resta, vive, comme une cicatrice sous la peau. Mais je choisis de ne pas la laisser dicter le reste de ma vie. Ce choix fut la dernière étape de mon plan. Non pas de les détruire entièrement, mais de me reconstruire en dehors d'eux. Et chaque matin en me levant, je sentais que cette liberté, lente et fragile, se consolidait. Les saisons avaient tourné, et l'année était presque refermée sur elle-même. L'hiver qui m'avait semblé interminable était effacé, le printemps avait fait éclore ses promesses, puis été avait apporté son éclat brutal avant de céder à un automne calme et doré. Je regardais ces cycles défiler avec une acuité nouvelle, comme si la nature m'offrait le miroir exact de mon propre chemin, la destruction, la renaissance, la floraison, puis la maturité apaisée. Ce que j'avais traversé était plus seulement une blessure, mais une part constitutive de moi, et je commençais enfin à le regarder sans trembler. Julian était plus qu'une ombre dans ma vie. Ses tentatives de contact étaient raréfiées, puis avaient cessé. Il avait quitté la maison, emportant quelques vêtements, laissant derrière lui les traces d'une vie que je n'avais plus envie de conserver. J'avais vendu certains meubles, déplacé les cadres, repeint les murs du salon. Chaque changement était un geste symbolique, une façon de reprendre possession de l'espace. Je voulais que ce foyer, jadis prison de mon humiliation, devienne le théâtre d'une nouvelle existence. Lorsque je franchissais le seuil désormais, je n'entendais plus là, écho des mensonges, mais le silence choisi de ma liberté. Laura, était effacée du paysage social avec une rapidité presque douloureuse. Les gens parlaient d'elle au passé comme d'une figure disparue. On disait qu'elle vivait dans une autre ville, qu'elle tentait de recommencer ailleurs. Je ne la haïssais plus. Sa disparition était en soi une punition suffisante. Ce qu'elle avait perdu était pas seulement une amitié ou une réputation, mais une identité. Hélène était plus celle qu'elle prétendait être, et cette vérité-là était irrévocable. Je découvris alors que la vengeance, si nécessaire qu'elle m'ait paru, n'était pas une fin en soi. Elle avait été un outil, une arme forgée dans la douleur, mais une fois maniée, elle laissait un vide qu'il fallait combler autrement. Ce vide, je décidai de le remplir par la création et le mouvement. J'ouvris de vieux carnets, repris mes crayons, réappris à donner forme à mes émotions par des traits de couleur. Mes dessins étaient sombres au début, marqués de lignes brisées et de silhouettes tordues. Puis, peu à peu, la lumière revint. Des paysages apparurent, des visages se dessinèrent, des fleurs éclorent sur le papier. Je sentis que ma main, en libérant ses formes, libérait aussi mon cœur. Le piano, abandonné depuis longtemps, retrouva sa voix sous mes doigts hésitants. Les premières notes étaient maladroites, mais elles résonnaient dans la maison comme une prière intime. Je jouais tard dans la nuit, parfois les yeux fermés, laissant les accords me traverser comme une eau purificatrice.
était dans ces instants que je comprenais le mieux combien j'avais changé. Je haine était plus celle qui attendait qu'un autre remplisse son silence. Jai était devenue celle qui créait sa propre musique. Il y eut des jours difficiles, bien sûr. La solitude ne disparaît pas d'un claquement de doigts. Certains soirs, je me surprenais à revoir des images anciennes. Les vacances en bord de mer, les rires partagés, les promesses chuchotées. Ces souvenirs, loin de s'effacer, se présentaient parfois avec une cruauté vive. Mais je choisis de les regarder comme on regarde une cicatrice, douloureuse, mais témoin de la guérison. Chaque souvenir était une preuve que j'avais survécu et que je marchais désormais sur mes propres jambes. Un après-midi d'automne, je me rendis dans le parc où j'avais souvent cherché refuge pendant la tempête. Les arbres, rougis et dorés, laissaient tomber leurs feuilles dans un bal silencieux. Je m'assis sur un banc et observai les enfants jouer, les couples se promener, les vieillards marcher lentement. Tout autour de moi vibrait une normalité que je n'avais pas su apprécier autrefois. Et dans ce spectacle simple, je compris que la vie continuait, indifférente aux drames individuels. Cette indifférence, loin de me blesser, m'apporta une paix nouvelle. Si la vie ne s'arrêtait pas, alors je pouvais moi aussi choisir d'avancer. C'est à ce moment-là que je décidai de voyager. Non pas pour fuir, mais pour m'ouvrir. J'organisai une première escapade modeste. Quelques jours dans une petite ville côtière. Le bruit des vagues, l'odeur du sel, la lumière crue du matin me redonnèrent le goût d'une existence simple. Je marchai des heures entières le long de la plage, laissant mes pas s'effacer dans le sable. Chaque empreinte effacée par la mer me rappelait que rien n'est immuable, que tout peut disparaître et renaître différemment. De retour chez moi, je refermai enfin le carnet qui m'avait accompagné tout au long de cette épreuve. Ces pages étaient pleines de colère, de douleur, de calculs méticuleux. Mais au bout, sur la dernière page, Jar écrivit une phrase différente. « J'ai survécu. Et désormais, je choisis de vivre. » Guillemets doubles. Cette phrase « N » était pas une conclusion, mais une ouverture. La vengeance m'avait redonné ma voix, mais C était à moi. D, écrire la suite, non plus comme victime ni comme stratège, mais comme femme libre.